Le 12 mars 1888, à 6 heures du matin, un homme nommé Thomas Garrett a déboursé 4 pence dans un taudis de Whitechapel, dans l'est de Londres. Pas de lit, pas même un matelas. Ce qu'il a obtenu en échange, le droit de rester suspendu, inconscient, au-dessus d'une corde horizontale pendant 7 heures. Et cette pratique en a tué plusieurs. Franchement, ça n'a absolument aucun sens. Des ouvriers victoriens, des travailleurs ordinaires qui essayèrent de survivre dans l'une des plus grandes mégalopoles du monde, payèrent de leur poche pour dormir suspendus à des cordes. Des cordes à hauteur de torse. Ils se penchaient en avant, basculaient leur poids sur la corde et restaient là, assommés, pendant des heures entières. Les registres médicaux de 1888 documentent que certains ne se sont jamais réveillés. Le prix, variable selon la qualité. À Spitalfields, 2 pence vous donnaient accès à la corde la plus basique, enfilée entre 2 murs d'un sous-sol qui puait. 4 pence, ce que Thomas a craché ce matin l'avoue, offrait une corde de meilleure qualité, légèrement capitonnée avec de vieux chiffons. 6 pence, un luxe quasi inimaginable, vous permettait de vous accouder sur un petit tabouret pendant que votre buste restait suspendu. Vous saisissiez l'absurdité totale de la chose ? Ces gars-là travaillaient 12, 14, parfois 16 heures chaque jour dans des usines délirantes, déchargeant des caisses sur les quais de la Tamise, ramonant des cheminées jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Leur corps était liquidé. Et après tout ça, ils se précipitaient pour payer l'argent qu'il ne leur restait pas, afin de dormir suspendus à une corde. Ce n'était pas un phénomène isolé. À Shoreditch, à Bethnal Green, à Bermondsey, partout dans l'East End, trouvaient les mêmes établissements proposant le même truc. Les maisons de misère, les doss houses, annonçaient carrément « Leeds à 8 pence, corde à 2 ». La corde coûtait moins cher, et franchement, d'après ce qu'on sait, les gens la préféraient. En 1888, The Lancet, la plus prestigieuse revue médicale, a publié une étude sur les conditions de sommeil dans les auberges londoniennes. Le médecin chargé de l'enquête, le docteur William Hargrove, a été carrément horrifié. Voici ce qu'il a rapporté. Les hommes étaient alignés en rangée, 15 à 20 de chaque côté, pliés en avant au-dessus d'une corde. Certains ronflaient, d'autres geignaient. L'un d'eux ne bougeait pas du tout, la tête pendant à un angle qui criait la mort. Hargrove l'a vérifié. Le gars respirait encore, tout juste, mais respirait. Voilà ce qui rend la chose glaçante. Ce n'était clairement pas par ignorance. Les Victoriens de 1888 n'étaient pas des sauvages. Ils comprenaient l'anatomie élémentaire. Ils savaient que le corps humain avait besoin d'un soutien correct pour dormir. La médecine victorienne avait déjà tracé les circuits du système nerveux, nommés les organes vitaux, expliqué comment le sang circulait. Charles Darwin, son origine des espèces, c'était 30 ans avant. Pasteur avait démontré la théorie des microbes. L'anesthésie, c'était la norme chirurgicale maintenant. Et malgré tout ça, les mecs payaient pour dormir en suspension. Décortiquons la mécanique du truc. La corde était enfilée à environ 1 mètre du sol, fixée solidement par des crochets de fer aux murs opposés du sous-sol ou du grenier. Les gars se mettèrent debout face à la corde. Puis, ils se penchaient en avant, laissèrent la corde s'enfoncer dans la poitrine, juste sous les côtes. Les bras ballaient. La tête pendait vers le bas. Tout le poids du corps, souvent 80 kilos ou plus, reposait sur une bande de peut-être 10 cm de large traversant la cage thoracique. Pensez à la physique de ce truc. Un homme adulte, ça pèse environ 70 kilos en moyenne. 70 kilos entièrement concentrés sur une bande étroite du buste. La pression sur les côtes, apocalyptique. La compression des poumons, garantie. Et la corde, elle ne donnait rien. Tendue, rigide, pas 1 centimètre de jeu, aucun soulagement. Et il dormait comme ça pendant 6, 7, parfois 8 heures d'affilée. Ok, le contexte victorien explique pourquoi ils étaient désespérés. Mais ça n'explique pas le raisonnement. Londres en 1888, c'était l'apogée de l'industrialisation. Les rails connectaient chaque coin du pays. Le télégraphe permettait une communication instantanée entre les continents. Les usines tournaient 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et avec cette folie de la modernisation est venu quelque chose que personne n'avait prévu. Une crise du sommeil qui a ravagé la ville. Les ouvriers ne pouvaient plus trouver le sommeil. Le vacarme constant des machines à vapeur. La fumée épaisse qui étouffait. La tension mentale des horaires inhumains. Les médecins du moment connaissaient le problème. Ils appelèrent ça la névrose industrielle. Le corps refusait de déconnecter. L'esprit ne trouvait aucun repos. Les gars s'assommèrent debout aux usines, défaillaient dans la rue.
Et c'est là qu'une solution a commencé à circuler. La première documentation des lits de corde remonte à 1884, un rapport de la London City Mission, une organisation religieuse qui étudiait les conditions de vie des pauvres en zone urbaine. Le rapport parlait du système comme une nouvelle forme d'hébergement économique pour les travailleurs migrants. Nouvelle. Comme si quelqu'un avait inventé cette solution. Comme si c'était une innovation breakthrough. Et peut-être que c'était le cas. Parce qu'en 1888, 4 ans après ce rapport, la chose était omniprésente. Il y avait des gens pour défendre la pratique. Et là, les choses commencent à devenir vraiment flippantes. Parce que ce n'étaient pas juste les propriétaires d'auberges avides qui faisaient la pub pour ce truc. Les médecins le recommandaient. Les journaux populaires vantaient les supposés bienfaits. Les usines distribuaient des prospectus expliquant comment dormir suspendu à une corde. C'était thérapeutique. Les théories, multiples, et complètement contradictoires. Premièrement, la théorie de la décompression par gravité. Certains toubibs affirmaient que rester suspendu réduisait la pression sur la colonne vertébrale. Le raisonnement. Normalement, vous vous allongez horizontalement, ce qui écrase les disques intervertébraux. Mais en suspension, le poids se redistribue. Oui, la corde vous comprime le buste, mais en théorie, ça soulage le bas du dos. Est-ce que ça tenait la route? En surface, peut-être. Mais n'importe qui a dormi sur une chaise dure le sait. Mal au cou, dos figé, doigts engourdis. La suspension était pire. Bien pire encore. Deuxièmement, la théorie de la restauration nerveuse. D'autres médecins affirmaient là que presser la corde contre la poitrine stimulait le plexus nerveux, ce réseau complexe de nerfs situé précisément là où la corde appuyait. Cette stimulation, selon eux, réinitialisait tout le système nerveux, guérissait la névrose industrielle. C'était comme taper sur un bouton reset d'un cerveau épuisé. Des preuves? Zéro. Aucune. Mais tout le monde en parlait, et les gars désespérés avaient envie d'y croire. Troisièmement, la théorie de la redistribution sanguine. Et celle-là, c'était particulièrement délire. L'idée, presser la poitrine force le sang à se propulser vers les bras et les jambes avec plus d'intensité. Certains médecins juraient que cela oxygénait les membres fatigués et accélérait la récupération musculaire. Un prospectus de 1887 proclamait « La corde est le médecin du travailleur. Elle guérit par la mise en mouvement forcé du sang vital. » Attendez une seconde. Nous parlons de médecins victoriens, des types qui ont étudié dans de bonnes universités, des gars qui connaissaient William Harvey et sa théorie de la circulation sanguine découverte 250 ans avant. Des mecs qui savaient que comprimer la poitrine n'améliore pas la circulation. Ça la restreint. Ça crée les problèmes. Et malgré tout, ils recommandèrent les cordes. Il y avait même des médecins qui publiaient des schémas complets. Des dessins détaillés montrant la position optimale sur la corde. Des angles précis pour tirer le maximum des bénéfices thérapeutiques. Un article de 1888 dans le London Medical Gazette proposait 5 variantes différentes de positionnement, chacune censée cibler un type spécifique de fatigue. Épuisement musculaire? Penchez-vous de 15 degrés vers la gauche. Épuisement mental? 20 degrés vers la droite. Les deux, centrez votre poids. Complètement bidon scientifiquement, et pourtant publié dans une vraie revue médicale. Et voici ce qui rend tout ça dérangeant au-delà de l'absurde. Les Victoriens, ils n'étaient pas idiots face aux arnaques médicales. 1888, c'était l'apogée des remèdes brevetés, des élixirs miracles promettant de soigner n'importe quoi, tuberculose, calvitie, la déprime. Et franchement, le public commençait à se réveiller. Les journalistes d'investigation exposaient les charlatans. Les vrais médecins croyaient l'industrie des fausses médecines. Mais personne ne criait à l'arnaque pour les cordes. Pourquoi? Parce que c'était pas cher. Parce que ça résolvait un problème saignant. Ou caser des centaines de mecs à la rue, ou affamés toute la nuit. Et surtout parce que, d'une manière complètement folle, ça marchait. Les gars dormaient, enfin. Le corps humain, quand il est assez détruit, il s'éteint peu importe les conditions. Vous pouvez être suspendu à une corde, allongé sur du verre cassé, ou debout dans un métro bondé. Tant que vous êtes suffisamment crevé, vous tombez dans les pommes. Et en 1888, les ouvriers étaient constamment détruits. Donc ils s'assommaient sur les cordes. Et quand ils se réveillaient le matin, vivants, la plupart du temps. Et ça, c'était considéré comme victoire. Mais là, le gros problème que personne voulait regarder en face, c'était dangereusement toxique. Compresser la poitrine pendant longtemps, ça crée quoi? Problème respiratoire.
L'hypoxie, pas assez d'oxygène dans le sang, du stress sur le cœur, potentiellement des arythmies. La compression des grandes artères dans les bras, engourdissements, lésions nerveuses, voire mort des tissus dans les cas graves. Les Victoriens le savaient. La médecine avait déjà documenté des cas de lésions par compression. Il existait des études sur l'asphyxie positionnelle. Il y avait des protocoles pour éviter précisément ce genre de pression thoracique que les cordes imposaient. Et pourtant, les médecins vantèrent le système, les journaux l'applaudissaient, les gars payaient de leur poche. Le docteur Hargrove, en 1888, a documenté 7 cas de gars qui ont eu des problèmes graves après des nuits sur les cordes. 2 ont chopé une pneumonie sévère, probablement à cause de la compression pulmonaire. 1 a fait une crise cardiaque pas fatale, mais cardiaque quand même. 4 ont eu des lésions nerveuses permanentes dans les bras, faiblesse, paralysie partielle. Et il y en a un qui est mort. Albert Finch, 32 ans, débardeur au quai. Le 8 août 1888, il a sorti 3 pence pour une nuit sur la corde dans un bouge de Shadwell. Le lendemain matin, quand le proprio a coupé la corde à 7 heures du matin comme d'habitude, Albert a dégringolé par terre. Il n'a pas bougé. L'autopsie, asphyxie positionnelle. La corde avait comprimé sa cage thoracique tellement longtemps qu'il ne pouvait plus vraiment respirer. Ajoutez une fatigue délirante et possiblement de l'alcool dans les veines, ce qui ralentit la respiration. Et le corps d'Albert a juste arrêté. Le cas d'Albert? 0 répercussion, aucune enquête, aucune nouvelle loi. Les gargotes ont continué à vendre les cordes. Les gars ont continué à payer. Pourquoi? La vérité crue. Personne s'en foutait vraiment. Albert Finch était pauvre, jetable. Sa mort a juste été enregistrée, fichée, oubliée. Et les cordes ont continué à être vendues. Mais maintenant, la question qui devrait vraiment vous déranger. Si c'était clairement dangereux, si ça contredisait toute la science médicale basique, si ça tuait des gens de temps en temps, pourquoi des médecins professionnels continuaient à le recommander? Pourquoi les journaux scientifiques publiaient-ils des articles le défendant? Comment des types éduqués qui comprenaient le corps, la circulation, comment ça marche, regardaient cette situation et disaient « Oui, logique totale, cette contradiction est le vrai cœur du mystère. » Et la réponse? Pas celle à laquelle vous vous attendez. Pour comprendre pourquoi les médecins validèrent les lits de cordes, on doit creuser ce que la médecine de 1888 comprenait vraiment. Et c'est là que ça devient perturbant. Ils en savaient bien plus que vous l'imaginez. Les manuels de physio des années 1870-1890. Ils décrivaient la circulation sanguine avec une précision bluffante. Harvey et sa théorie de la circulation? Découverte en 1628, mais c'était devenu banal en médecine depuis 200 ans. Les docteurs victoriens savaient parfaitement comment le sang bougeait dans le corps, comment le cœur pompait, comment les valves se fermaient et s'ouvraient. Ils n'étaient pas des ignares. Plus dingue encore, les bouquins médicaux de l'époque documentaient clairement les dangers d'une suspension prolongée. Les textes de physio de 1885, ils décrivaient en détail comment la pression dans la poitrine étouffait la respiration. Les manuels d'anatomie de 1882 avertissaient des lésions cervicales d'une flexion prolongée du cou. Les études de circulation de 1890 documentaient comment comprimer le corps, ça étouffait le flux sanguin vers les extrémités. Les toubibs victoriens savaient exactement ce qui se passait quand tu suspends un mec à une corde pendant 8 heures. Pression sur la poitrine, respiration restreinte, capacité pulmonaire réduite, oxygénation compromise, inclinaison vers l'avant. Tension cervicale, dommage potentiel à la colonne vertébrale, compression des nerfs spinaux. Suspension prolongée, circulation compromise, accumulation de fluide dans les jambes, risque de thrombose. Ils le savaient. Alors pourquoi diable cautionnait-il cette pratique? C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Parce que ce n'était pas de l'ignorance, c'était quelque chose de bien plus complexe. Des théories médicales concurrentes, toutes contradictoires, toutes sans preuve, toutes promues simultanément par des professionnels respectés. Laissez-moi vous présenter les 3 théories principales qui justifiaient les lits à cordes en 1888. Théorie numéro 1, le mouvement de la thérapie gravitationnelle. Dans les années 1880, un courant médical soutenait que la vie moderne détruisait la colonne vertébrale humaine. Le raisonnement était le suivant. Nos ancêtres passaient plus de temps allongés, accroupis, se déplaçant horizontalement. L'industrialisation nous a forcés à rester debout pendant des heures interminables. Usines, bureaux, magasins,
Tout exigeait une posture verticale prolongée. Et cela, selon ces médecins, comprimait notre colonne vertébrale de manière non naturelle. La solution? L'inversion gravitationnelle. La théorie proposait que suspendre le corps à des angles spécifiques permettrait à la gravité de décompresser les vertèbres, inversant les dommages causés par la vie verticale moderne. Certains médecins comparaient cela à l'effet thérapeutique des pendules et des balançoires, l'idée que le mouvement et le positionnement alternatifs pouvaient réinitialiser la structure squelettique. Les lises à cordes, selon cette vision, n'étaient pas de la torture, c'était une thérapie posturale avancée. Des articles médicaux de l'époque citaient des cas de soulagement remarquable, de douleurs dorsales après usage prolongé. Des cliniques spécialisées à Londres et Manchester proposaient des traitements par suspension pour les travailleurs industriels souffrant de problèmes spinaux. Certains médecins prescrivaient même des angles d'inclinaison spécifiques, 15 degrés pour la compression lombaire, 22 degrés pour la tension cervicale. Il y avait une logique apparente, mais aucune preuve réelle. Théorie numéro 2. Restauration des voies nerveuses. Celle-ci était encore plus élaborée. Les médecins de la fin du 19e siècle étaient obsédés par le système nerveux. Électrothérapie, magnétothérapie, thérapie par choc, toutes basées sur l'idée que les nerfs pouvaient être réinitialisés ou recalibrés par des interventions physiques. La théorie de la suspension nerveuse soutenait ce qui suit: le stress de la vie moderne, bruit des usines, pression du travail, anxiété urbaine, dérégulaient les voies nerveuses. Les impulsions électriques commençaient à défaillir, les connexions synaptiques se détérioraient, le système nerveux entrait en mode survie. La solution? La suspension corporelle contrôlée. La logique était que la position de suspension créait une tension uniforme le long de la moelle épinière, forçant les nerfs à réaligner leurs connexions. Certains médecins comparaient cela à l'accord d'un piano. Appliquer une tension contrôlée pour restaurer l'équilibre correct. Des cliniques neurologiques à Vienne et Paris proposaient des traitements de suspension neurale pour les patients souffrant de neurasthénie, d'hystérie et de ce qu'ils appelaient l'épuisement nerveux moderne. Des témoignages rapportaient une clarté mentale restaurée et une vigueur nerveuse renouvelée après des semaines de traitement. Les médecins publiaient des études de cas, les patients payèrent des fortunes. Personne n'avait de preuves objectives que cela fonctionnait. Mais la théorie sonnait scientifique. Et c'était suffisant. Théorie numéro 3. Redistribution circulatoire. C'est la plus ironique. Parce que vous vous souvenez quand j'ai mentionné que les médecins victoriens comprenaient parfaitement la circulation sanguine. Eh bien, certains d'entre eux ont utilisé cette connaissance pour justifier exactement l'opposé de ce que la science indiquait. L'argument était le suivant. La vie sédentaire moderne créait une stagnation circulatoire. Le sang s'accumulait dans le tronc, le cœur pompait de manière inefficace, les extrémités recevaient un flux insuffisant. Varices, gonflement des chevilles, mains froides, tout cela était considéré comme la preuve d'une circulation déséquilibrée. La solution proposée par les lises à cordes? La pression thoracique forcée. La théorie soutenait que la pression de la corde sur la poitrine forçait le sang à se redistribuer vers les extrémités. Le cœur, sous pression mécanique, pomperait avec plus de vigueur. Le sang, empêché de stagner dans le tronc, serait forcé de circuler vers les bras et les jambes. Cela semble complètement absurde quand on comprend la physiologie de base. La pression sur la poitrine n'améliore pas la circulation, elle la compromet. Mais en 1888, certains médecins respectés promouvaient exactement cette théorie. Articles médicaux citaient « Amélioration observée de la coloration des extrémités après traitement par suspension ». Des cliniques circulatoires à Édimbourg annonçaient une thérapie de redistribution pour les patients souffrant de problèmes vasculaires. Les médecins prescrivaient des durées spécifiques, 30 minutes pour les cas légers, 2 heures pour la stagnation chronique. Aucun d'entre eux n'a mesuré la pression artérielle avant et après. Aucun d'entre eux n'a mené d'études contrôlées. Aucun d'entre eux n'avait de preuves au-delà de récits anecdotiques de patients qui, opportunément, payaient pour un traitement coûteux. 3 théories. 3 explications complètement différentes pour le même phénomène. La thérapie gravitationnelle disait que c'était une question de colonne vertébrale. La restauration neurale disait que c'était une question de nerfs. La redistribution circulatoire disait que c'était une question de sang. Toutes contradictoires, toutes sans preuve, toutes promues simultanément par des médecins aux références impressionnantes. Et voici le détail le plus troublant. Aucune de ces théories n'a atteint un consensus médical. Il n'y avait pas d'autorité centrale disant « celle-ci fonctionne, celle-là non ». Les revues médicales publiaient des articles défendant les 3 approches,
souvent dans la même édition. Les conférences médicales présentaient des panels où les défenseurs de chaque théorie débattaient férocement, sans jamais parvenir à des conclusions. C'était le chaos théorique déguisé en science médicale. Mais les patients continuaient de payer. Les travailleurs continuaient de dormir sur des cordes. Et les médecins continuaient d'approuver des pratiques que leur propre manuel de physiologie indiquait comme nuisibles. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose de plus profond. Quelque chose au-delà de la logique médicale, dans un territoire bien noir, l'argent, le contrôle social, la hiérarchie des classes à Londres en 1888. 3 théories, 0 consensus, et un schéma troublant qui ne devient visible que lorsque vous examinez qui payait, qui profitait, et qui contrôlait réellement ces maisons de repos, où les hommes payaient pour dormir sur des cordes. Commençons par l'allégation la plus populaire, la thérapie par gravité. Dans les années 1880, il y avait une véritable explosion de brevets pour des dispositifs d'inversion, table d'inversion, chaises suspendues, structures de suspension thérapeutique. Les archives de brevets de cette période regorgent de ces appareils. La théorie derrière tous ces dispositifs était essentiellement la même. La vie moderne verticale comprimait la colonne vertébrale humaine. Chaque jour debout, chaque heure assis, écrasait progressivement les disques entre les vertèbres. L'inversion, ou toute forme de suspension, fonctionnerait comme une réinitialisation. Elle restaurerait l'alignement naturel de la colonne. Cela semble logique, n'est-ce pas? Il y a une logique intuitive là-dedans. Après tout, la gravité tire constamment nos corps vers le bas. Mais c'est là que la théorie du lit de corde commence à s'effondrer. Le lit de corde n'inversait pas la personne. Il ne suspendait personne la tête en bas. La corde se trouvait au niveau de la poitrine, suspendant le corps vers l'avant, pas vers le haut. C'était l'exact opposé du mécanisme allégué. Si vous vouliez un soulagement de la gravité par inversion, le lit de corde faisait littéralement le contraire de ce qu'il était censé faire. Plus étrange encore, si l'objectif était simplement de retirer la pression de la colonne vertébrale, pourquoi ne pas simplement s'allonger? Un lit ordinaire fait exactement cela. Il élimine complètement la charge gravitationnelle sur la colonne, sans douleur, sans suffocation, sans payer 400 reis par nuit pour rester suspendu comme du linge sur une corde. Mais voici la contradiction la plus révélatrice de toutes. Les mêmes praticiens qui prétendaient là que le lit de corde offrait un soulagement de la gravité prétendaient également qu'il offrait des bienfaits de la pression de la suspension. Ils disaient que la pression sur la poitrine était thérapeutique, que la tension de la corde créait un effet bénéfique spécifique. Attendez, c'est quoi au juste? On ne peut pas avoir les deux. La théorie dit que ça fonctionne parce que ça soulage la pression de la gravité, mais ça fonctionne aussi parce que ça crée une pression par la suspension. Ces deux choses sont mutuellement exclusives. C'est comme dire qu'un médicament fonctionne parce qu'il augmente et diminue votre tension artérielle en même temps. La théorie de la gravité contredit sa propre logique interne. Deuxième théorie, la restauration nerveuse. Les années 1880 ont connu une véritable épidémie de diagnostic d'épuisement nerveux. La neurasthénie, c'était le terme médical officiel. Les médecins victoriens étaient obsédés par l'idée que la vie moderne épuisait les nerfs des gens. Surmenage, surstimulation, stress urbain. Tout conspirait pour drainer l'énergie nerveuse vitale du corps. Et si vous étiez diagnostiqué avec une neurasthénie, il y avait des centaines de traitements proposés. Repos, électrochoc, hydrothérapie, changements alimentaires et, apparemment, dormir suspendu à une corde. La théorie était la suivante. La suspension sur la corde provoquerait un changement positionnel qui réinitialiserait les nerfs surstimulés. Ce serait comme éteindre et rallumer un système nerveux surchargé. Le changement physique de la position du corps recalibrerait d'une manière ou d'une autre le réseau neural. Encore une fois, il y a une certaine logique là-dedans. Si vous croyez que les nerfs peuvent être épuisés, peut-être qu'un changement radical de position pourrait les recharger. Mais quand vous examinez réellement cette théorie, elle s'effondre complètement. Premier problème, il n'y a absolument aucune explication sur pourquoi la suspension fonctionnerait spécifiquement. Pourquoi pas n'importe quel changement de position? Pourquoi pas dormir sur le côté au lieu de sur le dos? Pourquoi pas se tenir debout sur la tête? Pourquoi pas se suspendre par les genoux? La théorie n'offre aucun mécanisme. Elle affirme simplement que suspension égale restauration nerveuse. Sans étapes intermédiaires, sans processus causal. Deuxième problème. Différents praticiens affirmaient que différents angles de suspension étaient nécessaires pour obtenir le même bénéfice.
Certains disaient que la corde devait être au niveau de la poitrine, d'autres au niveau de la taille, d'autres sous les bras. Chacun jurait que son angle spécifique était le seul thérapeutiquement correct. Mais tous prétendaient aller soigner la même condition. Comment est-ce possible? Si la restauration nerveuse nécessite une position spécifique, comment 3 positions complètement différentes peuvent-elles toutes produire le même résultat? C'est comme si 3 médecins prescrivaient 3 dosages complètement différents du même médicament et affirmaient tous que leur dosage est le seul correct. Troisième problème, et c'est le plus important. Le diagnostic même d'épuisement nerveux n'avait aucun mécanisme consensuel. Les médecins victoriens ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'était la neurasthénie, ce qui la causait, ou comment elle fonctionnait réellement dans le corps. C'était un terme parapluie pour des dizaines de symptômes vagues. Fatigue, anxiété, maux de tête, insomnie, irritabilité. Donc la théorie de la restauration nerveuse était construite sur une condition indéfinie, utilisant un mécanisme indéfini, pour produire un bénéfice indéfini. C'est littéralement une théorie sans aucune substance. Troisième théorie, redistribution de la circulation. En 1888, les revues médicales documentaient de réelles avancées dans la recherche sur la circulation. Les scientifiques commençaient à comprendre comment le sang se déplace réellement dans le corps, comment le cœur fonctionne comme une pompe, comment les artères et les veines se différencient en fonction. C'était une époque de découverte authentique sur le système circulatoire. Et d'une manière ou d'une autre, le lit de corde a été entraîné dans cette conversation. La théorie était la suivante. La pression de la corde sur la poitrine forcerait le sang à sortir du centre du corps vers les extrémités. Cette redistribution améliorerait le flux sanguin général. Plus de sang dans les jambes, plus de sang dans les bras. Meilleure oxygénation de tous les tissus. Encore une fois, superficiellement, cela semble scientifiquement plausible. La pression dans une zone force le fluide vers une autre zone. Physique de base, n'est-ce pas? Sauf que cette théorie contredit tout ce que les médecins victoriens savaient déjà sur la circulation. Premièrement, la pression sur la poitrine n'améliore pas la circulation. Elle restreint la circulation. Les médecins victoriens le savaient parfaitement. C'est pourquoi il existait toute une littérature médicale mettant en garde contre les dangers des corsets serrés chez les femmes. La compression thoracique réduit le flux sanguin. Elle ne l'augmente pas. Si la théorie de la redistribution de la circulation était vraie, alors les corsets, les vêtements serrés et toute autre forme de compression thoracique devraient en produire les mêmes bénéfices. Mais personne ne prescrivait les corsets comme traitement médical. Bien au contraire, on mettait en garde contre eux. Deuxième problème, si la pression thoracique améliorait réellement la circulation, les patients devraient se sentir énergisés, revigorés, plus alertes. Mais les témoignages des patients décrivent exactement l'opposé. Inconfort, difficulté à respirer, sensation de constriction. Certains rapportèrent des engourdissements dans les extrémités, ce qui est littéralement le symptôme d'une circulation pauvre, pas améliorée. La théorie prédit un résultat. L'expérience réelle produit l'opposé. Et troisième problème, si cette redistribution circulatoire était véritablement bénéfique, pourquoi devrait-elle se produire pendant 8 heures de sommeil? Le système circulatoire s'adapte aux changements positionnels en quelques minutes, pas en heures. S'il y avait un réel bénéfice, vous le ressentiriez après 15, peut-être 20 minutes. Pas besoin de passer toute la nuit dans une position inconfortable. À moins, bien sûr, qu'il n'y ait aucun bénéfice. Alors nous voilà. 3 théories médicales. 3 explications scientifiques pour expliquer pourquoi des hommes payaient pour dormir suspendus à une corde. Et les 3 s'effondrent sous un examen logique minimal. La théorie de la gravité prétend simultanément qu'elle fonctionne en soulageant ET, en créant une pression, une impossibilité logique. La théorie de la restauration nerveuse est construite sur une condition médicale indéfinie, utilisant un mécanisme indéfini, prescrivant des positions contradictoires. La théorie de la redistribution circulatoire contredit les connaissances médicales établies de l'époque, contredit les témoignages des patients et n'a aucun sens du point de vue temporel. Mais voici ce qui rend cela encore plus étrange. Ce n'étaient pas des théories marginales proposées par des charlatans dans les rues. Elles apparaissaient dans des discussions médicales légitimes, dans des revues scientifiques, dans des brevets officiellement déposés. Des médecins diplômés débattaient sérieusement des mérites thérapeutiques de la suspension par corde. Et la pratique a continué, même avec ses contradictions flagrantes, même sans un mécanisme logique cohérent. Les hommes ont continué à payer. Les maisons de repos ont continué à offrir le service. Le lit de corde est resté une option pendant des décennies. Pourquoi?
Si aucune des théories médicales n'a de sens, que se passait-il réellement? Parce qu'il y a une possibilité que personne ne veut considérer. Et si le lit de corde n'avait jamais été une question de thérapie médicale? Et s'il y avait une raison complètement différente, une raison qui n'apparaît dans aucune revue médicale, dans aucun brevet, dans aucune explication officielle? 3 théories, 3 échecs logiques. Mais la pratique a persisté. Et c'est là que les preuves deviennent encore plus étranges. Si les théories ont échoué dans la logique, que révèlent les preuves? C'est là que l'histoire devient véritablement déconcertante. Parce que nous avons des documents. Nous avons des dossiers médicaux. Nous avons des témoignages de patients. Nous avons des données concrètes de 1888 à 1892, lorsque des dizaines de médecins à Londres ont tenté de comprendre si cette pratique bizarre fonctionnait réellement. Et ce que ces données révèlent, ce ne sont pas des schémas, pas de cohérence. Ce sont des contradictions absolues qui défient toute logique médicale. Commençons par les études de cas publiées dans The Lancet et le British Medical Journal entre 1888 et 1892. 4 patients, même pratique. Résultats complètement opposés. Patient A, enregistré en 1888. Homme de 42 ans, insomnie chronique depuis 7 ans. Il a essayé le laudanum, l'hydrate de chloral. Les bromures, rien ne fonctionnait. Un médecin a suggéré de dormir sur une corde tendue. Après 3 nuits, le patient a rapporté, et je cite directement du registre, « Soulagement complet des afflictions nocturnes, sommeil réparateur pour la première fois depuis des années. » 3 nuits, une décennie de souffrance, résolue. Patient B, enregistré en 1889. Homme de 38 ans, également avec insomnie. Même protocole. Première nuit sur la corde, il s'est réveillé avec une douleur cervicale sévère, une rigidité musculaire intense. Il a arrêté immédiatement. Le médecin a noté « Le patient considère la pratique dangereuse et intolérable. » Une nuit. Blessure. Patient C, enregistré en 1890. Femme de 51 ans, trouble du sommeil. Elle a essayé la corde tendue pendant 2 semaines consécutives. Résultat final, selon ses propres mots au médecin, aucun effet perceptible hormis un inconfort élaboré. Elle a qualifié la pratique de supercherie médicale. 2 semaines. 0 bénéfice. Patient D, enregistré en 1891. Homme de 47 ans, nervosité chronique et insomnie. Après 6 mois à utiliser la corde toutes les nuits, il a affirmé ressentir, et je cite à nouveau, « Restauration complète du système nerveux, clarté mentale jamais expérimentée auparavant. » Il a continué la pratique par choix personnel, 6 mois. Transformation complète, même pratique. 4 personnes, 4 résultats absolument différents. Soulagement complet, blessure sévère, aucun effet, restauration nerveuse. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de prévisibilité. Maintenant, quelqu'un pourrait argumenter, c'est l'effet placebo, évidemment. Et c'est une hypothèse raisonnable. Mais voici le problème fondamental avec cette explication. L'effet placebo n'est pas aléatoire. L'effet placebo a un taux de réponse. Dans les études du 19e siècle sur les traitements pour l'insomnie, le taux de réponse placebo se situait entre 20 et 35%. Cohérent, prévisible. Si la corde tendue était purement placebo, nous verrions approximativement 1/3 des patients rapportant une amélioration, 2/3 sans effet. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons un soulagement complet. Nous voyons des blessures physiques. Nous voyons 0 effet. Nous voyons une restauration nerveuse. Même dans le cadre du placebo, cela n'a pas de sens. C'est comme si la pratique produisait des résultats individualisés et contradictoires qui défient même les explications psychologiques. Plus nous collectons de données, moins nous comprenons. C'est l'inversion complète de la méthode scientifique. Mais peut-être que les médecins comprenèrent mieux. Peut-être que les praticiens qui appliquaient cette technique avaient découvert les conditions idéales, les bonnes variables qui expliqueraient ces incohérences. Non. Ils étaient en désaccord sur tout. Dr. Edmund Hayes, 1888, a publié des recommandations spécifiques dans The British Medical Journal. Selon Hayes, la corde devait être absolument tendue. Tout relâchement, écrivait-il, compromet l'alignement spinal, annulant complètement les bénéfices posturaux. Tendu, sans marge d'erreur. Dr. William Cartwright, 1889, a publié une réponse directe contredisant Hayes. Cartwright argumentait que la corde devait avoir un relâchement modéré.
Une tension excessive empêche l'ajustement naturel du corps pendant le sommeil, causant une rigidité musculaire. Relâchement modéré. Exactement l'opposé. Marlborough Street, Doss House, l'un des établissements les plus populaires à Londres, annonçait dans les journaux « Tension moyenne, équilibre pression et confort ». Ni tendu, ni relâché. Juste milieu. 3 sources. 3 recommandations complètement différentes sur la variable la plus basique de la méthode. La tension de la corde. Si le mécanisme fonctionnait réellement, ne devrait-il pas y avoir une condition idéale reproductible? Si la posture était le facteur critique, ne devrait-il pas exister une configuration idéale de tension que des médecins expérimentés pourraient identifier et standardiser? Mais il n'y en avait pas. Chaque praticien avait sa théorie. Chaque établissement avait sa méthode. Et personne ne pouvait prouver que sa version était supérieure. C'est comme si 10 ingénieurs étaient en désaccord sur comment construire une roue. Si la roue fonctionne, sa mécanique est universelle. Mais ici, même les instructions les plus basiques étaient contestées. Et voici le détail qui rend tout encore plus troublant. Ils connaissaient les dangers. En 1890, un rapport du médecin légiste de Londres a documenté 2 décès liés au lit de corde. Les 2 par chute pendant le sommeil. Un homme de 54 ans, trouvé au sol avec un traumatisme crânien fatal. Une femme de 61 ans, asphyxiée après être tombée avec la corde enroulée autour du cou. 2 décès. Documentés. Officiels. Plusieurs journaux médicaux ont publié des avertissements sur les risques circulatoires. The Lancet, 1889, a averti explicitement de la compression vasculaire prolongée causant un engourdissement persistant et, dans les cas sévères, une paralysie temporaire des membres. British Medical Journal, 1890, a documenté 3 cas de lésions nerveuses attribuées à la pression soutenue de la corde contre les plexus nerveux. Un patient a développé une perte sensorielle permanente de la main gauche. Il savait. Les risques étaient reconnus. Les décès étaient enregistrés. Les avertissements étaient publiés. Et pourtant, la pratique a continué. Les Doss House ont continué à offrir des lits de corde. Les médecins ont continué à recommander la posture. Les patients ont continué à payer. Pas par ignorance. En pleine conscience des dangers documentés. C'est comme s'il y avait quelque chose dans cette pratique qui transcendait la logique médicale, qui opérait dans une dimension que les registres et les preuves ne pouvaient pas capturer complètement. Alors, récapitulons où nous en sommes. Les théories médicales ont échoué dans la logique. La posture verticale ne traite pas l'insomnie. Les épines ne stockent pas la nervosité. Les humeurs ne s'équilibrent pas par gravité. Les preuves se contredisent totalement. Même pratique, résultats opposés. Soulagement complet versus blessure grave versus aucun effet. Sans schéma, sans cohérence. Les praticiens étaient en désaccord sur les instructions les plus basiques. Corde tendue, corde relâchée, tension moyenne. Personne n'était d'accord sur la mécanique fondamentale. Et les dangers étaient connus. Décès documentés, blessures enregistrées, avertissements publiés. Et la pratique a continué. Ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de la science, c'est quelque chose de différent. Si les théories ont échoué, si les résultats se sont contredits, et si les dangers étaient connus, pourquoi les gens ont-ils continué à payer? Pourquoi les médecins ont-ils continué à recommander? Pourquoi cette pratique absurde a-t-elle persisté dans l'une des villes les plus avancées du monde? La réponse ne se trouve peut-être pas dans la médecine. Elle ne se trouve peut-être pas dans la physiologie. Elle ne se trouve peut-être pas dans la science. Elle se trouve peut-être dans la culture victorienne elle-même, dans les angoisses sociales qui ont défini une ère entière. Dans les pressions invisibles qui poussaient les hommes à payer pour dormir suspendus à des cordes, même en connaissant les risques, même sans preuve d'efficacité, même quand la logique criait contre. Parce que si vous regardez Londres en 1888, elle ne faisait pas seulement face à une crise du logement, elle faisait face à une crise d'identité, une crise de masculinité, une crise de sens dans une société qui changeait plus vite que l'esprit humain ne pouvait le traiter. Et peut-être, juste peut-être, la corde n'était pas une question de sommeil. Peut-être qu'il s'agissait de quelque chose de complètement différent. Et cette possibilité est ce que nous explorerons ensuite. Pour comprendre pourquoi les Victoriens payèrent pour dormir suspendus à des cordes, nous devons comprendre le désespoir victorien. Et ce désespoir avait des chiffres précis. Londres, année 1880. La population a doublé en seulement 20 ans. 2 millions de personnes entassées là où vivait auparavant 1 million. Ce n'était pas une migration graduelle.
C'était une explosion démographique urbaine sans précédent dans l'histoire humaine jusqu'à ce point. Et avec cette explosion est venu quelque chose que les médecins victoriens n'avaient jamais vu auparavant. Les journaux médicaux ont commencé à documenter ce qu'ils ont appelé l'épidémie de stress moderne. Les symptômes étaient spécifiques: insomnie chronique, neurasthénie, fatigue nerveuse. Et ce n'étaient pas des termes vagues. C'étaient des diagnostics formels, enregistrés dans des dossiers médicaux, discutés lors de conférences. La cause, également spécifique: les trains, le télégraphe, les horaires d'usine. Pour la première fois dans l'histoire, les êtres humains vivaient synchronisés avec des machines, au lieu d'être synchronisés avec le soleil. Le corps humain n'a tout simplement pas évolué pour se réveiller au sifflet d'usine à 5 heures du matin. Et les Victoriens le découvraient de la pire façon possible. Les troubles du sommeil ont été diagnostiqués à des taux sans précédent. Et voici le problème critique. Il n'existait pas de traitements efficaces. Les sédatifs de l'époque étaient brutaux. L'opium était courant, mais créait rapidement une dépendance. Le laudanum était prescrit avec désinvolture, mais tuait facilement en cas de surdose. Le chloroforme était utilisé, mais pouvait arrêter le cœur. Les médecins avaient des outils chimiques, mais tous étaient trop dangereux pour un usage régulier. Alors la médecine victorienne a développé une préférence philosophique spécifique, des solutions mécaniques pour des problèmes modernes. La logique était étonnamment cohérente. Si le problème était causé par des machines, alors les machines pouvaient le résoudre. Lisse mécanique, chaises vibrantes, dispositifs de traction. Toute une industrie de thérapie mécanique a fleuri dans les années 1880. Et c'est là que les lises à cordes prennent sens culturellement. Ils s'inscrivaient parfaitement dans la préférence victorienne pour l'intervention mécanique. Ce n'était pas de la chimie imprévisible. Ce n'était pas des herbes douteuses. C'était de la physique simple, gravité, tension. Quelque chose que vous pouviez voir, toucher, comprendre. Mais voici le problème que la logique culturelle ne résout pas. Pourquoi cette solution mécanique spécifique, parmi d'innombrables alternatives plus sûres? Parce qu'il y avait des alternatives. Beaucoup. Les hamacs étaient connus depuis des siècles, plus sûrs, plus confortables, éprouvés. Les lits inclinés étaient simples à construire. Les fauteuils inclinables existaient. Pourquoi payer pour dormir debout, soutenu seulement par une corde horizontale, quand vous pouviez simplement vous allonger sur n'importe quelle surface normale? La réponse se trouve dans quelque chose que les Victoriens ont inventé et qui nous contrôle encore aujourd'hui: le marketing sans réglementation. Période de 1870 à 1900. Période que les historiens de la médecine appellent l'ère de la médecine brevetée. Et elle avait une caractéristique déterminante. La réglementation de la publicité était littéralement nulle. Vous pouviez affirmer n'importe quoi, promettre des guérisons impossibles, inventer des témoignages, fabriquer des références médicales. Personne ne vérifiait, personne ne punissait. Et les entrepreneurs victoriens l'ont exploité avec un génie prédateur. Les lises à cordes ont été commercialisées comme innovation scientifique moderne, pas comme expérience risquée, comme avancée technologique. Les publicités suivaient un schéma spécifique. D'abord, elles faisaient appel au récit du progrès. La science moderne a découvert que la position verticale pendant le sommeil aligne la colonne vertébrale avec les forces naturelles de la gravité. Cela sonnait scientifique, ce n'était pas le cas, mais cela sonnait ainsi. Deuxièmement, les témoignages mettaient l'accent sur les gentlemen adoptants, nom complet, titre, adresse dans des quartiers respectables, crédibilité basée sur la classe sociale, pas sur des preuves médicales. Et troisièmement, ils exploitaient ce que les historiens appellent la culture thermale. La culture thermale victorienne avait une caractéristique critique. Toute pratique présentée dans un cadre thérapeutique gagnait une légitimité instantanée. Bain de boue? Thérapeutique? Choc électrique? Thérapeutique. Dormir suspendu à une corde? Évidemment thérapeutique. Le marketing exploitait la foi victorienne dans le progrès mécanique avec une précision chirurgicale. Et cela a fonctionné. Les lits de corde se sont répandus non pas parce qu'ils étaient efficaces, mais parce que le marketing était efficace. Et voici ce que cela nous dit. Comprendre le marketing explique la diffusion, mais n'explique pas pourquoi cela fonctionnait pour certaines personnes. Car c'est là que la logique culturelle atteint une limite. Si tout n'était que marketing et placebo, pourquoi les résultats étaient-ils si contradictoires? Pourquoi certains rapportaient une amélioration véritable, tandis que d'autres frôlèrent la mort? Le placebo ne fonctionne pas ainsi. Le placebo crée des effets cohérents et généralement modestes.
Il ne crée pas de guérison miraculeuse pour les uns et une quasi-mort pour les autres. Et plus important encore, pourquoi les médecins étaient-ils si fondamentalement en désaccord sur les théories? S'il ne s'agissait que d'exploitation commerciale, les médecins auraient été unanimes pour la condamner. Mais ce n'était pas le cas. Certains défendèrent des théories de pression sanguine. D'autres parlaient d'alignement vertébral. D'autres encore mentionnaient le relâchement musculaire. Il n'y avait consensus ni sur ce qui était censé se produire. Alors peut-être que la bonne question n'est pas « Pourquoi les Victoriens y croyaient-ils ?» La bonne question est « Que se passait-il réellement physiologiquement que personne ne parvenait à expliquer ?» Parce que le désespoir explique pourquoi ils ont essayé. Le marketing explique pourquoi cela s'est répandu. La culture des stations thermales explique pourquoi c'était socialement accepté. Mais rien de tout cela n'explique les résultats contradictoires. Rien de tout cela n'explique pourquoi des médecins formés soutenaient des théories mutuellement exclusives. Rien de tout cela ne résout l'impossibilité centrale. Et peut-être que l'indice le plus étrange se cache dans le langage même que nous utilisons. Parce qu'il existe un terme que nous connaissons tous, un terme si courant que nous ne nous arrêtons jamais pour questionner son origine. Un terme que nous utilisons encore aujourd'hui lorsque nous nous réveillons après une mauvaise nuit de sommeil ou un excès d'alcool. Nous l'appelons « ressaca » en portugais. En anglais, « hangover ». Et l'étymologie de ce mot pourrait être la partie la plus étrange de toute cette histoire. Parce que « hangover » signifie littéralement « suspendu au-dessus ». Et il existe des archives historiques suggérant que le terme pourrait provenir exactement de ces maisons de cordes victoriennes. Les personnes qui dormaient hanging over la corde se réveillaient dans un état spécifique qui a donné son nom au phénomène. Mais est-ce vrai? Et si c'est le cas, que signifie réellement cette expérience physique de dormir suspendu? Car si le mot « ressaca » provient vraiment des lits de corde, alors l'héritage victorien de cette pratique bizarre ne se trouve pas seulement dans des documents médicaux obscurs. Il se trouve dans le langage que vous utilisez tous les lundis matins. Et peut-être que cela nous dit quelque chose de fondamental sur la raison pour laquelle cette impossibilité médicale est devenue un phénomène culturel si durable qu'il a façonné jusqu'à la manière dont nous parlons du mauvais sommeil plus d'un siècle plus tard. La pratique de dormir suspendu à des cordes nous a donné plus que de la confusion médicale victorienne. Elle nous a donné un mot que nous utilisons encore aujourd'hui. Et quand vous découvrirez quel est ce mot, toute cette histoire deviendra encore plus étrange. Dans les dictionnaires d'argot des années 1890, un nouveau mot a commencé à apparaître à Londres. Hangover, gueule de bois. Mais le sens original n'avait absolument rien à voir avec la boisson. Le terme décrivait littéralement des hommes qui pendaient au-dessus de la corde. Hangover, suspendu au-dessus. C'était une description physique, pas une condition médicale. Dans l'argot des pensions bon marché, dire que vous aviez obtenu la position de hangover signifiait que vous aviez garanti votre place sur la corde cette nuit-là. C'était un terme neutre, factuel. Vous aviez payé vos 4 pièces, obtenu votre espace, vous étiez suspendu au-dessus de la corde. Personne ne faisait de métaphore. C'était littéralement ce qui arrivait à votre corps. Et puis, entre 1890 et 1900, quelque chose a changé. Le terme a commencé à être associé à l'inconfort du lendemain matin. Pas l'inconfort de dormir suspendu à des cordes, mais l'inconfort d'avoir trop bu la nuit précédente. La transition linguistique s'est produite parce que les symptômes étaient troublement similaires. Les hommes qui dormaient suspendus aux cordes se réveillaient avec des douleurs au cou, des maux de tête intenses, des douleurs dans tout le corps, une raideur musculaire, une désorientation, une sensation générale que quelque chose allait profondément mal avec leur corps. Les hommes qui buvaient trop se réveillaient avec des maux de tête intenses, des douleurs corporelles, de la raideur, une désorientation, une sensation générale que quelque chose allait profondément mal avec leur corps. L'argot est passé d'un inconfort à l'autre parce qu'il s'agissait d'expériences physiquement indiscernables le matin. Vous vous réveilliez en vous sentant détruit. Vous pouviez à peine bouger le cou. Votre tête battait. Votre corps protestait contre chaque mouvement. Et quelqu'un vous demandait pourquoi vous étiez dans cet état. Si vous aviez passé la nuit suspendu à une corde, vous aviez un hangover. Si vous aviez passé la nuit à boire, vous aviez un hangover. Le mot fonctionnait pour les deux expériences parce qu'il décrivait la même sensation de destruction physique. Et voici l'ironie qui traverse plus d'un siècle. Le mot a survécu, la pratique non. Aujourd'hui, des milliards de personnes dans le monde entier utilisent le mot hangover sans avoir la moindre idée qu'il provient d'hommes littéralement suspendus à des cordes en 1888. L'étymologie a préservé une pratique victorienne dans le langage moderne,
mais a complètement effacé le contexte. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il a la gueule de bois, il invoque inconsciemment des hommes qui ont payé pour dormir en suspension. La connexion est intégrée dans le mot lui-même. Nous avons juste oublié de regarder. Et cela nous amène au cœur absolu du mystère que nous avons parcouru pendant cette heure entière. Ce que nous savons, les faits documentés, les preuves qui ne peuvent être contestées. En 1888, des lits de corde existaient dans les maisons de pension de Londres. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité documentée dans les archives municipales, les récits de journaux et les photographies d'époque. Les hommes payaient entre 2 et 4 pièces par nuit pour utiliser cette pratique. Ils choisissaient activement de payer pour cela alors que des alternatives moins chères existaient. Le marché pour les lits de corde était réel, était fonctionnel et a persisté pendant environ 15 ans. Les médecins victoriens ont approuvé la pratique malgré la connaissance des risques. Ils ont écrit des articles, ont fait des démonstrations publiques, ont recommandé la technique à des patients spécifiques. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était un soutien professionnel conscient. 3 théories principales ont été proposées. La théorie de la gravité, axée sur la redistribution des fluides. La théorie nerveuse, centrée sur la stimulation du système autonome. La théorie circulatoire, mettant l'accent sur un flux sanguin optimisé. Toutes les 3 ont échoué lorsqu'elles ont été soumises à un examen logique rigoureux. Les résultats variaient sauvagement, sans modèle identifiable. Certains hommes ont rapporté des bénéfices authentiques. D'autres ont rapporté des préjudices. La même pratique, dans des conditions similaires, a produit des résultats complètement contradictoires que la science victorienne n'a pas pu expliquer. Et la pratique a persisté pendant environ 15 ans avant de disparaître progressivement. Il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a pas eu de scandale qui y a mis fin. Elle s'est simplement évanouie, comme si la logique culturelle qui la soutenait s'était évaporée sans laisser de traces. Ce sont les faits, ce que nous savons, ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui reste véritablement mystérieux. Pourquoi certains hommes ont-ils rapporté un bénéfice authentique tandis que d'autres ont rapporté des préjudices? Nous ne parlons pas d'effets placebo. Nous parlons d'hommes qui ont décrit des améliorations physiques mesurables contre des hommes qui ont décrit une détérioration physique mesurable. La même pratique. Des corps différents. Des résultats opposés. Aucun modèle. Pourquoi les professionnels de la médecine ont-ils approuvé des théories contradictoires simultanément? La théorie de la gravité contredit la théorie nerveuse. La théorie nerveuse contredit la théorie circulatoire. La théorie circulatoire contredit la théorie de la gravité. Et pourtant, des médecins respectables ont défendu toutes les 3 en même temps. Comment est-ce possible dans une communauté médicale qui se targuait de pensée rationnelle? Pourquoi la logique culturelle a-t-elle favorisé cette pratique dangereuse au lieu d'alternatives plus sûres? Dormir dans un fauteuil incliné offrait beaucoup des mêmes bénéfices supposés sans le risque d'étranglement. Utiliser des oreillers surélevés était moins cher et plus confortable. La corde n'était pas la seule option. Alors, pourquoi est-elle devenue l'option préférée? Comment le désespoir a-t-il surpassé l'inconfort physique évident? Même si vous croyez qu'il y avait un quelconque bénéfice théorique, l'inconfort immédiat de dormir suspendu à une corde est indéniable. Douleur au cou, pression sur la gorge, impossibilité de relaxation musculaire. Comment des hommes désespérés ont-ils conclu que c'était préférable à simplement s'allonger? Nous comprenons ce qui s'est passé. Le pourquoi reste une fenêtre sur la psychologie victorienne que nous pouvons observer, mais que nous ne pouvons pas totalement expliquer. Et ce n'est pas frustrant, c'est intellectuellement satisfaisant. La pratique de dormir suspendu à des cordes a défié la logique médicale en 1888. Et en l'analysant maintenant, plus d'un siècle après, elle défie toujours. Nous pouvons la documenter, pouvons la contextualiser, pouvons examiner chaque théorie, chaque récit, chaque fragment de preuve, et elle reste véritablement intrigante. Plus vous enquêtez, plus elle devient impossible. Ce n'est pas qu'il manque de preuves. Les preuves existent. Photographies, récits médicaux, archives économiques, témoignages de première main. Nous avons tout ce dont nous aurions besoin pour comprendre complètement n'importe quelle autre pratique historique. Mais celle-ci défie la catégorisation. Est-ce de la médecine? Certaines preuves suggèrent que oui. Est-ce de l'exploitation économique? D'autres preuves suggèrent que oui. Est-ce le désespoir collectif se manifestant comme une logique culturelle déformée? Possiblement. Est-ce tout cela simultanément? Peut-être. Et c'est la marque d'un véritable mystère historique. Ce n'est pas que les réponses n'existent pas,
c'est que les réponses se contredisent mutuellement et chaque couche d'investigation révèle une nouvelle contradiction qui rend la question centrale plus complexe, non plus simple. Nous avons commencé avec une question apparemment directe. Pourquoi les hommes en 1888 payaient-ils pour dormir suspendus à des cordes? Et nous avons découvert que cette question contient en elle une douzaine d'autres questions, chacune également fascinante, chacune également résistante à une résolution définitive. Pourquoi les médecins ont-ils approuvé cela? Pourquoi certains hommes ont-ils bénéficié tandis que d'autres ont souffert? Pourquoi la pratique a-t-elle disparu aussi silencieusement qu'elle est apparue? Pourquoi la logique culturelle victorienne l'a-t-elle considérée acceptable? Comment l'inconfort physique extrême a-t-il été rationalisé comme thérapeutique? Chaque réponse que nous trouvons génère de nouvelles questions. Et c'est exactement ce qui rend l'histoire humaine si étrangement fascinante. Il y a des pratiques qui avaient du sens à l'époque, et ont du sens maintenant quand nous les examinons avec un contexte historique. Les sangsues médicinales, par exemple. Cela sonne bizarre, mais la logique est traçable. Humeur corporelle, théorie de l'équilibre, application thérapeutique. Nous pouvons être en désaccord, mais nous pouvons suivre le raisonnement. Et puis il y a des pratiques comme dormir suspendu à des cordes, qui n'avaient pas complètement de sens à l'époque, et ont encore moins de sens maintenant, qui ont généré des théories contradictoires, des résultats incohérents, un soutien professionnel inexplicable, et un héritage linguistique qui a survécu à la pratique elle-même. Chaque fois que vous vous réveillez avec un mal de tête et vous dites « j'ai la gueule de bois », vous invoquez inconsciemment des mecs qui ont payé pour dormir accrochés à une corde. Le mot a survécu. La logique, elle a jamais existé. Et peut-être que c'est ça qu'il faut retenir de toute cette exploration. Certains mystères ne sont pas faits pour être résolus. Ils existent pour nous dire que l'histoire humaine, c'est bizarre, vraiment étrange. Pas les rois, pas les reines, pas les batailles historiques épiques, mais l'histoire des choix ordinaires que des milliers de gars simples ont faits, qui avaient une logique à ce moment précis, qui ont reçu l'aval des experts de l'époque et qui nous laissent complètement confus aujourd'hui. Le lit de corde de 1888, c'est ça. Documenté, vérifié, photographié, économiquement rentable, approuvé par les docteurs, accepté par la culture, et complètement, totalement, absolument impossible à vraiment comprendre. Et cette impossibilité, c'est pas un ratage de notre enquête, c'est la vraie révélation. La psychologie humaine, même quand c'est documenté partout, ça reste partiellement mystérieux. On peut tracer ce que les gens ont fait. On peut même tracer ce qu'ils ont dit sur pourquoi ils l'ont fait. Mais la couche émotionnelle et culturelle dessous, qui rendait ces choix logiques à l'époque, cette couche-là reste inaccessible. On regarde par une fenêtre vers 1888, on voit clair. Mais on ne ressent pas ce qu'ils ressentaient. On ne peut pas penser comme eux dans leur cadre culturel où dormir sur une corde était un choix raisonnable. C'est ça qui rend l'histoire humaine infiniment captivante. Chaque époque a son lit de corde. Des pratiques qui avaient du sens dans le contexte du moment, mais qui vont paraître délire total aux générations futures. Et dans 100 ans, nos descendants vont regarder les choses qu'on trouve totalement normales aujourd'hui et vont poser exactement la même question. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Quelle était la logique? Et les réponses ne seront jamais complètement satisfaisantes, parce que la logique humaine, c'est des couches emboîtées de culture, de pression économique, d'autorité institutionnelle et de désespoir personnel qui s'entrelacent d'une manière qui avait du sens pour ceux qui la vivaient, mais qui résistent à l'analyse avec du recul. Le lit de corde n'est pas une anomalie, c'est une leçon. Une leçon que l'histoire humaine est étrange, véritablement délire. Et plus vous fourriez, plus c'est bizarre. Si vous avez été fasciné par des pratiques qui avaient zéro sens à l'époque et qui en ont encore moins maintenant, il y a toute une galaxie de mystères historiques qui vous attend. Des traitements médicaux qui contredisaient la biologie. Des technologies qui marchaient alors qu'elles violaient les lois de la physique. Des choix culturels qui ont persisté des décennies sans raison logique claire. Certains mystères n'existent pas pour être résolus. Ils existent pour nous dire que l'expérience humaine est bien plus bizarre, bien plus complexe et bien plus captivante que n'importe quelle explication rationnelle ne pourrait jamais le capturer. Et la prochaine fois que vous vous réveillerez avec un mal de crâne et direz « j'ai la gueule de bois », vous devriez vous souvenir. Ce mot vient de quelque part, d'hommes vrais, dans un vrai Londres, en 1888 bien réel, qui ont balancé du vrai fric pour dormir accrochés à des cordes bien réelles. La pratique? Disparu. Le mot? Toujours là. La logique?
n'a jamais existé. Et c'est ça qui est parfait, magnifique et inexplicablement humain.